Alors, les types d'arguments entre vérité et manipulation. Tous les arguments ne se valent pas. Il est essentiel de distinguer les bons des mauvais. L'argument logique repose sur une cohérence interne. C'est la structure formelle qui va guider tout le reste. Par exemple, si tous les humains sont mortels et que Socrate est mortel, alors Socrate est humain. Ici, on a un syllogisme. La prémisse tous les humains sont mortels est une règle générale. La prémisse Socrate est un homme ou Socrate est humain est une affirmation spécifique qui tombe sous le coup de cette règle générale. En conséquence, la conclusion Socrate est mortel est une nécessité logique. Si les deux prémisses sont vraies, la conclusion est obligatoirement vraie. Ça fonctionne parce que la structure de l'argument est irréprochable. Ce type de raisonnement appartient à la logique déductive. On part de principes généraux pour en tirer des conclusions particulières. Ce qui compte ici, c'est que la forme de l'argument soit correcte, peu importe la véracité des prémisses. Tu pourrais tout aussi bien dire toutes les licornes volent, or Socrate est une licorne, donc Socrate vole. Le raisonnement, la forme, est toujours valide, mais par contre ici, ce sont les prémisses qui posent problème. Alors, petite précision et petite digression néanmoins très importante pour comprendre, un argument est dit valide si la conclusion découle nécessairement des prémisses. Ça signifie encore une fois que la structure du raisonnement, la forme, est correcte. Si les prémisses sont vraies, la conclusion ne peut être fausse. La validité d'un argument n'a donc rien à voir avec la véracité ou la fausseté des prémisses. Ce qui est testé ici, c'est la cohérence formelle du raisonnement, pas le fond. La vérité des prémisses, en revanche, concerne le contenu, le fond des prémisses. Les prémisses doivent refléter la réalité afin que la conclusion, elle aussi, reflète la réalité, donc afin qu'elle soit vraie. La logique seule ne te dit pas si les prémisses sont vraies ou fausses, elle te dit juste ce qui se passe si elles sont vraies. Alors prenons deux exemples pour clarifier. Premièrement, un argument valide avec des prémisses vraies. Tous les humains sont mortels, Socrate est un humain, Socrate est mortel. Ici, l'argument est à la fois valide et les prémisses sont vraies. Conclusion, tout est en ordre. Ici, on ne peut réfuter ni sur la forme ni sur le fond cet argument. Maintenant, voici un argument valide, mais avec des prémisses fausses. Tous les chats sont immortels, Socrate est un chat, donc Socrate est immortel. L'argument reste valide parce que la conclusion découle bien des prémisses. Mais ici, ce qui cloche, c'est justement les prémisses. Tous les chats sont immortels est manifestement faux, et Socrate est un chat l'est tout autant. Mais sur le plan formel, l'argument est irréprochable. Le problème n'est donc pas la validité de l'argument, mais la fausseté des prémisses. Alors pourquoi s'intéresser à la validité des prémisses et à la validité de l'argument en général? Qu'est-ce que ça nous apporte de comprendre et de connaître ce que c'est que la validité si on ne sait pas si c'est vrai ou faux? Eh bien, la validité est essentielle parce qu'elle garantit la cohérence du propos. Si l'argument est invalide, peu importe que les prémices et la conclusion soient vraies ou fausses, ça ne changera rien. La forme est déjà invalide, donc le fond sera forcément faux. En tout cas, la conclusion ne tiendra pas debout. Un argument invalide peut te conduire à une conclusion fausse, même si tes prémices sont vraies. La validité de l'argument est donc la base, le socle le plus fiable pour commencer à avoir un argument solide. C'est le socle minimum à avoir pour avoir un raisonnement fiable. Voilà pourquoi c'est très important. Petit résumé. Si l'argument est valide et que les prémices sont vraies, on a un argument valable et convaincant. Si on a un argument valide mais des prémices fausses, eh bien, sur la forme, l'argument est correct, mais en pratique, il va être faux. Et si on a un argument invalide, eh bien, même si on a des prémices vraies, l'argument sera totalement inutile, inefficace, inutilisable. Donc la validité est une condition nécessaire, mais non suffisante, pour garantir la vérité d'un raisonnement. C'est comme si tu construisais une maison. La validité, c'est la charpente solide qui te permet d'ajouter des murs et un toit stable. Sans elle, peu importe la qualité des matériaux, tout s'effondre. Et c'est d'ailleurs ce qu'en dit Kant dans sa critique de la raison pure. Qu'est-ce que la vérité? En ce qui concerne la connaissance considérée simplement selon la forme, abstraction faite de tout contenu, il est également clair qu'une logique, en tant qu'elle expose les règles universelles et nécessaires de l'entendement,
doit présenter dans ses règles même des critères de la vérité. Le critère purement logique de la vérité, à savoir l'accord d'une connaissance avec les lois universelles et formelles de l'entendement et de la raison, est la conditio sine qua non, et par conséquent la condition négative de toute vérité. Mais la logique ne saurait aller plus loin, et l'erreur qui atteint non la forme, mais le contenu, la logique ne peut la découvrir au moyen d'aucune pierre de touche. Kant, Critique de la raison pure, 1781. Donc la rhétorique, pour être complète, doit toujours jongler avec ces deux aspects. La validité pour que la structure soit solide et la vérité, notamment des prémices, pour que ton argument tienne dans le monde réel. En rhétorique, l'intérêt de maîtriser ce type d'argument, c'est de construire des raisonnements solides qui soient difficiles à attaquer au moins sur le plan formel. Cependant, pour qu'ils soient vraiment solides, il faut aussi que les prémices soient qualitatives. Pour que ton raisonnement soit convaincant, il faut donc que les prémices soient vraies ou au moins acceptées par ton auditoire. Le danger, comme dans tout système fermé, c'est de te retrouver à défendre des affirmations qui, bien que logiquement impeccables, acceptables, n'ont pas de lien avec la réalité. En d'autres termes, une mauvaise lecture des prémices fait que même le plus brillant des arguments tombe à plat. L'argument émotionnel utilise les émotions pour influencer. C'est efficace pour capter l'attention, mais c'est pas toujours fiable. Par exemple, tu devrais arrêter de fumer parce que ça me rend triste de devoir t'abîmer la santé. L'argument émotionnel, contrairement à l'argument logique, repose sur l'influence des sentiments et des émotions. C'est ce qui va orienter les jugements. Là où la logique pure cherche à convaincre par la cohérence interne, l'argument émotionnel, lui, s'adresse directement à notre sensibilité. Il cherche à toucher toutes les cordes affectives plutôt que la raison. Et il est donc très souvent utilisé pour capter l'attention, faire réagir ou encore susciter un sentiment, une émotion au sein de l'auditoire. Généralement, on cherche à attiser la sympathie et l'empathie. Mais ce n'est pas toujours le cas, on peut chercher aussi à faire éprouver de la colère, à galvaniser. Pour l'exemple précédent, le raisonnement ne s'appuie pas sur un enchaînement logique impeccable, il vise à influencer en suscitant une émotion, en provoquant une réaction émotionnelle chez l'individu à qui il est adressé. On espère que cette réaction émotionnelle va faire modifier le comportement de la personne. On ne joue pas là sur les dangers du tabac, sur les risques du tabac, mais sur le sentiment de culpabilité ou de compassion envers autrui. Autrui qui est triste de voir cette personne se détruire. Donc on joue sur le sentiment de culpabilité ou celui d'empathie et de compassion. Alors pourquoi l'argument émotionnel est-il aussi puissant? L'émotion, c'est une force brute et les êtres humains, malgré leur prétention à la rationalité, restent profondément influencés par leurs émotions. Nietzsche va même jusqu'à dire, et je le rejoins là-dessus, que la raison n'est qu'un ensemble de pulsions qui ont été raffinées, affinées, spiritualisées ou encore sublimées. Prenez le mot que vous voulez. Dans une situation d'urgence, de tension ou de conflit, il est bien plus rapide et plus efficace de jouer sur l'affect, donc sur les émotions de l'interlocuteur, que d'engager une longue démonstration logique. L'argument émotionnel agit un peu comme un court-circuit sur la réflexion. Il vise une réaction immédiate, presque instinctive. Dans l'exemple qu'on a vu, ça vise à toucher l'attachement affectif de la personne. Alors pourquoi est-ce que l'argument émotionnel n'est pas toujours fiable? Le principal problème de l'argument émotionnel, c'est qu'il repose sur des bases instables. Les émotions sont volatiles, subjectives, et varient énormément d'une personne à l'autre. Ce qui provoque une énorme tristesse chez l'un peut provoquer une totale indifférence chez l'autre, ou peut-être même de la colère. De plus, les émotions sont éphémères. Une personne va être affectée à court terme, par exemple par la culpabilité ou la compassion. Ce qui fait que rien ne garantit que ça donnera suite à un changement durable dans le comportement de l'individu. Si le fumeur arrête temporairement de fumer pour apaiser la tristesse de son proche, rien ne dit qu'il ne reprendra pas dès que ses émotions auront disparu, se seront atténuées. En plus, les arguments émotionnels peuvent être manipulateurs. En jouant sur les émotions de manière excessive,
On risque d'enclencher des décisions qui sont impulsives et irréfléchies. C'est un peu comme un coup d'arts martiaux. L'attaque émotionnelle peut frapper fort et vite, mais si elle est mal calibrée, elle manque son objectif. Voire, elle provoque une réaction défensive ou même un rejet. Alors je t'explique rapidement le processus de l'argument émotionnel. Premièrement, capter l'attention. L'émotion est un levier puissant pour créer une connexion immédiate. Dans notre exemple, la tristesse éveille l'empathie et met en avant la relation affective, le lien entre les deux personnes. Deuxièmement, on stimule une réaction affective. L'idée, c'est de provoquer chez l'autre une émotion en miroir, comme encore une fois la culpabilité ou la compassion. Quand la personne dit te voir te détruire me rend triste, elle sous-entend que l'action de cette personne a un impact sur son propre bien-être. On a donc ici une sorte de pression émotionnelle, un peu comme la pression sociale, pour que le comportement soit modifié. Ensuite, on essaie de pousser à une action. Contrairement à l'argument logique qui propose une conclusion déductive, par exemple arrêter le tabac pour protéger sa santé, l'argument émotionnel, lui, cherche une action immédiate, impulsée par l'émotion. Ici, il s'agit d'arrêter de fumer non pas parce que c'est rationnellement bénéfique, mais parce que ça affecte une autre personne. Et dernièrement, l'effet à court terme, mais incertain. L'argument émotionnel peut être efficace sur le moment, mais il dépend de la constance des émotions. Comme les sentiments changent, l'effet de cet argument peut s'estomper. Et il va s'estomper avec le temps si on n'a pas derrière un argument logique, un raisonnement intellectuel, rationnel, qui vient consolider la décision par la suite. Alors en quoi est-ce que c'est utile dans la rhétorique? L'argument émotionnel est un outil indispensable dans certaines situations, notamment lorsqu'il s'agit de motiver, de convaincre rapidement ou de mobiliser autour d'une cause. Les grands orateurs utilisent l'argument émotionnel pour rallier les autres à leur cause. Mais l'argument émotionnel doit évidemment être utilisé de manière précautionneuse et équilibrée. S'il est perçu comme manipulateur ou trop déconnecté de la raison, il peut se retourner contre celui qui l'utilise. C'est pourquoi tu devrais toujours équilibrer ton discours, intégrer une dose d'émotion pour toucher ton auditoire, mais ancrer cette émotion dans un raisonnement logique ou dans des faits solides pour garantir que l'effet soit durable. L'argument d'autorité. L'argument d'autorité repose sur une source perçue comme crédible ou experte. Par exemple, ce scientifique a prouvé que ce régime était le meilleur, donc il l'est. L'argument d'autorité, contrairement à l'argument logique, n'a pas pour but de construire une déduction rigoureuse. Il mise sur la confiance qu'accorde l'auditoire à la figure perçue comme experte, crédible ou prestigieuse. L'idée est simple, on s'appuie sur la réputation ou les qualifications de quelqu'un d'autre pour renforcer la validité de nos propos, sans nécessairement en passer par une démonstration approfondie. Si on reprend l'exemple, ici on ne se soucie pas de savoir pourquoi le régime est bon, pourquoi il serait le meilleur, ni des détails de l'étude en question. On se repose simplement sur l'idée que c'est ce scientifique qui l'a fait et qui l'a dit, puisqu'il serait une figure d'expertise incontestable et qu'il aurait déjà fait le travail de réflexion et d'analyse. C'est là qu'on voit qu'on est un peu flemmard. Donc l'auditoire est invité à adhérer à ce raisonnement sur la seule base de l'autorité de cette personne. L'expertise scientifique devient un substitut au raisonnement. En gros, c'est le scientifique c'est mieux que vous, donc croyez-le. On a une tendance naturelle en fait à se fier aux figures d'autorité, notamment dans les domaines où nous-mêmes manquons de connaissances, où on manque de compétences. C'est tout simplement un mécanisme d'économie cognitive. On garde de l'énergie pour autre chose. Après tout, on ne peut pas tous être à la fois experts en nutrition, experts en sciences, en médecine, experts dans l'art, dans la musique, etc., etc. On ne peut pas être expert dans tous les domaines. Et celui qui dirait qu'il est expert dans tous les domaines, celui-là est bien prétentieux. C'est absolument impossible d'être spécialisé, expert dans tous les domaines. Il faut forcément se spécialiser dans un domaine pour être compétent. C'est pour ça qu'il arrive à la plupart des philosophes médiatiques de dire des conneries, parce qu'ils ne sont pas spécialisés dans les thèmes sur lesquels on leur pose des questions. Donc ils peuvent, par leur culture, par leur érudition, dire certaines choses intéressantes, mais ça reste que du survol.
Si un philosophe n'est pas spécialisé, par exemple, sur le corps, sur la nature du corps, la physiologie, la biologie, etc., qu'est-ce que vous voulez qu'il vous explique quelque chose de profondément pertinent? Il peut avoir des intuitions philosophiques, mais il ne pourra pas vous l'expliquer en détail. Donc il n'est pas expert. Donc évidemment, faire confiance à quelqu'un qui est expert dans un domaine, c'est un choix rationnel. Donc évidemment que ça a une certaine légitimité. Mais là où il y a un problème, c'est surtout quand on utilise cette légitimité pour faire un argument d'autorité. Pourquoi? Parce que dès lors, on fait appel à une confiance aveugle. Et en réalité, même les experts peuvent se tromper, peuvent faire des erreurs dans leur domaine. Eux-mêmes, hein, et même en science qui se veut absolument neutre et objective, même les scientifiques sont influencés par des biais cognitifs personnels ou institutionnels d'ailleurs. Ce que j'essaye de dire, c'est que l'autorité ne fait pas la vérité. Elle accorde juste un crédit de confiance à un individu ou à une institution. Et puis en plus, il y a une manipulation rhétorique qui est possible. Combien de fois on entend des expressions du style des études ont montré que, sans qu'on sache quelles études, par qui elles sont menées, et quelles sont les méthodes utilisées pour mener cette étude. Si je vous dis des études ont montré que la consommation de chocolat a un lien direct avec le taux d'obtention de diplôme, on ne sait pas qui a fait. Voilà, je vous donne pas qui a fait l'étude, je vous donne pas comment ça a été mené. On ne sait rien, donc si on ne sait pas les sources, si on ne sait pas qui a mené les études et comment elles ont été menées, il n'y a aucune légitimité, il n'y a aucune puissance, normalement, il n'y a aucun pouvoir à accorder à ce genre d'études. C'est des études qui viennent un peu de nulle part. Et là encore, il y a un petit souci, c'est que, imaginons qu'on trouve vraiment les sources, comment ça a été mené, etc. L'étude n'est pas forcément vraie. Pourquoi? Si je reprends mon exemple sur le chocolat et le taux d'obtention, eh bien en fait là, on peut avoir une corrélation, mais c'est pas pour autant qu'il y a une causalité. Donc l'argument d'autorité, il est souvent utilisé pour masquer un manque d'arguments solides, de connaissances. Évidemment qu'il est plus simple de dire un expert l'a dit, plutôt que de démontrer soi-même ce que l'expert aurait dit et pourquoi il aurait raison. Alors comment est-ce qu'on peut utiliser l'argument d'autorité avec prudence? Si tu veux utiliser l'argument d'autorité de manière convaincante, il faut que l'autorité que tu invoques soit pertinente. Tous les experts ne se valent pas, et il faut que l'expert que tu cites, évidemment, ait une réelle compétence dans le domaine pour lequel tu l'invoques. Par exemple, citer, invoquer un prix Nobel de littérature sur une fiction dans un univers de voiture-machine pour parler de nutrition, là c'est totalement débile. En plus, il ne faut pas t'appuyer seulement sur cet argument d'autorité. Il doit simplement être un complément. Il faut qu'il y ait d'autres types de raisonnement, et notamment le raisonnement logique. Admettons que tu essayes de convaincre quelqu'un de suivre un régime. Si tu te contentes de dire ce scientifique a prouvé que ce régime était le meilleur, et que tu dis rien de plus, tu joues entièrement sur l'autorité. C'est pas vraiment éthique. Mais si tu renforces cette phrase, cet argument d'autorité par un raisonnement, par une explication, si tu dis brièvement pourquoi le scientifique a dit ça, par exemple, je sais pas, ce scientifique ou médecin spécialisé dans la nutrition a mené une étude sur plus de 10 000 personnes sur une durée de 20 ans, et que les résultats montrent au bout de 20 ans que toutes les personnes qui suivent ce régime ont 40% de risque en moins d'accidents cardiovasculaires, eh bien là, tu as une argumentation robuste, parce que tu combines l'autorité de la personne, de son statut, avec des faits qui sont tangibles, avec des chiffres qui sont réels dans la pratique. On passe maintenant à ce qu'on appelle l'argument ad hominem. C'est le fait d'attaquer la personne plutôt que son argument. Par exemple, on pourrait dire ce que dit Tom sur l'environnement ne compte pas parce qu'il ne connaît même pas les bases de la biologie. Ici, l'argument ad hominem consiste à détourner la discussion en attaquant la personne plutôt que le fond, plutôt que l'idée. On ne s'attaque pas à la validité de son argument lui-même, mais on s'attaque vraiment à la personne, physiquement. En rhétorique, c'est une manœuvre stratégique qui vise à discréditer l'individu, qui vise à discréditer l'adversaire, en portant atteinte à son physique, à son mental ou à son intelligence. En apparence, on a l'impression qu'on répond à l'argument,
mais en réalité, on ne fait que discréditer celui qui le formule, en espérant évidemment que ça affaiblira son propos. Si on reprend la phrase que j'ai dite sur Tom, en fait, la personne écarterait ce qu'aurait dit Tom, non pas parce que ce qu'il a dit est faux ou mal construit, mais simplement parce qu'on attaquerait les compétences de Tom en matière de biologie, comme si ça rendait ses propos sur l'environnement irrecevables. Donc c'est une diversion, hein, c'est un glissement rhétorique qui évite d'avoir à traiter, à se confronter au fond de l'argument. Alors pourquoi l'argument ad hominem fonctionne? Eh bien parce que l'attaque personnelle touche souvent une corde sensible. Lorsqu'une personne est décrédibilisée, lorsqu'on lui met la honte, qu'on l'humilie, eh bien tout ce que cette personne pourrait dire devient douteux. C'est tout de suite perçu comme quelque chose de douteux, d'inacceptable. C'est une manière efficace de miner, de saper la confiance de l'auditoire dans cette personne. Et ce, sans avoir besoin de réfuter rationnellement et logiquement les arguments de cette personne. C'est là où c'est très fort. On est naturellement sensible à la cohérence entre la personne et le discours que cette personne tient. Si quelqu'un est perçu comme mal intentionné ou ignorant, on sera plus facilement enclin à rejeter son discours, même si en substance, son discours serait tout à fait valable. L'argument ad hominem exploite cette faiblesse. En ciblant la personne, en fait, on crée un biais, on induit un biais dans le jugement de l'auditoire. Alors pourquoi l'argument ad hominem est fallacieux? Eh bien, comme je l'ai dit, il n'attaque pas l'argument en lui-même, il attaque la personne. Donc, il n'attaque pas le fond, il n'attaque même pas la forme, hein, il attaque l'individu. Or, l'individu n'a rien à voir avec la véracité, avec la pertinence du propos. Un individu peut être mal informé dans un domaine et excellent dans un autre. C'est pas parce que un individu est totalement incompétent dans le domaine de la nutrition, par exemple, qu'il va être incompétent dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ce serait stupide que de penser ça. C'est pas parce que vous ne savez pas cuisiner, par exemple, que vous êtes mauvais en yoga. Donc dans l'exemple donné, hein, ce que dit Tom pourrait très bien être pertinent, même s'il n'a pas une compréhension solide de la biologie. Ce qui compte encore une fois, hein, c'est la véracité de l'argument, et pas la perception des compétences générales de l'individu. Alors il faut savoir qu'en rhétorique, hein, l'utilisation d'un argument ad hominem, c'est un signe de faiblesse. Parce qu'encore une fois, au lieu de confronter les idées, on attaque l'adversaire personnellement. On attaque la personne dans son intégrité, comme si ça invalidait par ricochet tout ce qu'elle dit. Et c'est triste de voir que c'est beaucoup, et beaucoup trop souvent, utilisé en politique. Parce qu'encore une fois, pour moi en tout cas, je trouve que s'abaisser à l'argument ad hominem, c'est tout simplement faire preuve de faiblesse. C'est que vous êtes incapable d'attaquer le fond de l'idée de la personne. Alors comment est-ce qu'on peut reconnaître et éviter l'argument ad hominem? L'argument ad hominem peut être direct, mais il peut aussi être subtil. Ça peut être un argument direct, du style t'es con, donc ton argument est stupide. Et là, on est dans le plus bas du bas, le plus naze possible de l'argumentation, si tant est qu'on peut appeler ça de l'argumentation, ou vous pouvez faire une pique un peu plus subtile, mais néanmoins tout aussi efficace, voire plus efficace. C'est le cas de l'exemple que j'ai donné. Attaquer Tom sur ses réflexions sur l'environnement, tout ça parce qu'il n'a pas de compétences en biologie, c'est un argument ad hominem. On envoie la pique, on induit le biais cognitif que Tom est incompétent du fait que peut-être qu'il ne maîtrise pas les bases de la biologie, mais qu'en attendant, il est peut-être très très informé sur l'environnement. Et qu'il n'y a pas besoin en fait d'avoir de compétences en biologie pour comprendre ce qui se passe en environnement. Par exemple, pour comprendre les réchauffements climatiques. Donc, pour éviter de tomber dans ce piège, il faut se recentrer sur l'argument lui-même. Il faut se recentrer sur le fond. Même si on pense que la personne en face de nous est mal intentionnée ou incompétente, vous aurez toujours plus de force à réfuter les arguments que cette personne va sortir qu'à attaquer physiquement ou mentalement ou intellectuellement l'intégrité de la personne. C'est avec une argumentation logique solide que vous pourrez surpasser ce type d'attaque personnelle. L'attaque ad hominem est vraiment dévastatrice d'un point de vue psychologique. Elle détourne le contenu du débat, elle pousse la personne attaquée à devoir se justifier personnellement,
plutôt que de défendre son idée, ça la déstabilise, donc la discussion part sur quelque chose de personnel, et la ligne entre le débat d'idées et le conflit personnel, le conflit d'intérêts personnels, est totalement brouillée. Encore une fois, c'est ce qu'on trouve malheureusement trop souvent en politique, où finalement le but est moins de convaincre rationnellement que de décrédibiliser l'adversaire. Alors est-ce qu'on peut faire une utilisation responsable en rhétorique de l'argument ad hominem? Alors parfois, je dis bien parfois, il peut avoir une justification éthique. Par exemple, lorsque la moralité ou les intentions de la personne sont réellement importantes par rapport au discours qui est tenu. Si quelqu'un, par exemple, parle de la défense des animaux et dit qu'il faut absolument défendre les animaux et qu'à côté de ça, on voit une vidéo de lui en train de frapper un chien, évidemment qu'on peut pointer du doigt ce paradoxe. Surtout s'il dit ça aujourd'hui alors qu'il a frappé le chien hier. Si quelqu'un parle de justice sociale alors que cette même personne est profondément injuste dans tous ses actes, évidemment qu'on peut légitimement et de manière éthique le pointer du doigt. Pointer du doigt ce paradoxe entre son discours et ses actes. Mais dans ce cas-là, il faut veiller à ce que cette attaque personnelle soit vraiment pertinente, justifiée par le contexte, et non utilisée comme un simple levier de discrédit. Donc pour moi, c'est ça le véritable défi rhétorique, c'est bien de toujours attaquer l'argument, l'idée, et jamais l'individu qui prononce l'argument. Alors je vous propose un deuxième exercice. Écrivez une liste d'au moins 5 affirmations que vous entendez souvent, voire quotidiennement. Ensuite, classez-les selon les types d'argumentation et donc essayez de voir si cette affirmation est fallacieuse ou non. Je te donne un petit exemple. Pour ma part, j'ai noté 6 affirmations. Premièrement, ce produit doit être le meilleur car il est recommandé par des experts. Deuxièmement, si tu continues de manger comme ça, tu vas te détruire la santé. Troisièmement, si tout le monde devient végétarien, on pourrait sauver la planète. Quatrièmement, il faut être sans pitié pour réussir dans le monde des affaires. Cinquièmement, et ça je l'entends souvent et c'est bien triste, comment peut-on prendre au sérieux quelqu'un qui n'a pas de diplôme? Et sixièmement, nous savons que les OGM sont dangereuses car toutes les études sérieuses le prouvent. Et bien là, avec ces 6 énoncés, on va essayer de voir ensemble, là, tout de suite, si l'énoncé relève d'un argument logique, s'il relève d'un argument émotionnel, si c'est un argument d'autorité, si c'est un argument ad hominem. Donc on va réfléchir là-dessus. Alors je te donne justement, mais il faudra que tu le fasses avec tes propres affirmations, je te donne de quoi t'aider à les classifier pour les argumentations logiques. Pour essayer de voir si un argument est logique, pose-toi les questions suivantes. Est-ce que l'affirmation repose sur une cohérence interne? Est-ce qu'on peut identifier une structure valide, comme un syllogisme par exemple? Pour l'argument émotionnel, est-ce que l'argument cherche à provoquer ou à susciter une émotion pour influencer? Pour l'argument d'autorité, est-ce qu'on fait appel à un argument d'autorité pour justifier notre raisonnement? Pire encore, est-ce que notre argument est un argument d'autorité seulement, sans autre raisonnement? Et argument ad hominem, est-ce que l'argument attaque la personne ou est-ce que l'argument attaque l'idée? Je te donne un petit exemple d'analyse, mais encore une fois, je t'invite à faire ça avec tes propres affirmations. Si on prend l'énoncé 1, ce produit doit être le meilleur car il est recommandé par des experts. Bien là, très clairement, on est dans un argument d'autorité. L'argument repose sur la crédibilité des experts sans justifier en quoi est-ce que ce produit est meilleur. Si les experts sont pertinents dans ce domaine, ça peut être convaincant, mais ce n'est pas suffisant. Ça ne prouve pas que le produit est réellement meilleur. C'est un argument qui peut être valide, mais potentiellement fallacieux s'il n'est pas étayé par un argument logique. Donc là, l'argument est valide, mais il peut être fallacieux si on n'y ajoute pas une certaine explication. Pour l'énoncé 2, si tu continues à manger comme ça, tu vas te détruire la santé. Là, on est sur un argument émotionnel. Ici, l'argument repose sur la peur et l'inquiétude. On joue sur l'émotion plutôt que sur les faits. D'ailleurs, sur cet énoncé, il nous manque pas mal d'informations, notamment sur le régime de la personne. Ensuite, il faut déconstruire l'argument et chercher s'il est valide. Donc il faut chercher si l'argument est valide sur la forme et s'il est vrai sur le fond. Si l'argument est valide, eh bien je t'invite à expliquer pourquoi la conclusion découle logiquement des prémices qui sont vraies.
et pourquoi ces prémices sont vraies. Si l'argument est fallacieux, eh bien, déconstruis la structure pour en montrer le raisonnement incorrect, pour en montrer l'invalidité. Si tu veux connaître plus d'arguments fallacieux, encore une fois, je t'invite à aller voir mon petit guide de rhétorique que tu peux soit retrouver sur Amazon, si tu le veux en format physique, soit directement sur mon site dans l'espace formation en format e-book. À savoir que le format e-book sur mon site de ce petit guide de rhétorique est gratuit. Tu as juste à inscrire ton mail. Alors, je te donne un exemple de déconstruction. Si je dis, si tout le monde devient végétarien, alors la planète sera sauvée. On est dans un argument de causalité. Alors cet argument, il simplifie la complexité de la crise climatique en la réduisant à un seul élément, à savoir la nourriture. Alors qu'en réalité, la crise climatique, elle est multifactorielle. Évidemment, l'alimentation joue un rôle important, mais elle n'est pas toute seule. Elle n'est pas la seule solution. On est donc ici dans une certaine forme de généralisation excessive. Donc là, on est dans un argument fallacieux parce qu'on ne prend pas assez en compte les autres facteurs et on réduit à un seul élément, justement, l'argument. C'est donc une causalité simplifiée. Alors, une fois que tu as analysé et classé tous les arguments, tous les énoncés, les affirmations que tu avais notées, essaye de discuter des techniques rhétoriques que tu as trouvées dans chacune de ces affirmations. Quelle stratégie de manipulation est-ce que tu as trouvé? Essaye de reformuler ces affirmations pour justement les consolider et les rendre valides. Par exemple, pour l'énoncé qu'on vient de voir, si tout le monde mange végétarien, alors la planète sera sauvée, on pourrait le reformuler en le végétarisme peut considérablement réduire les émissions à effet de serre et aider dans la lutte contre la crise climatique, mais d'autres facteurs comme l'énergie, les transports, doivent aussi être pris en compte. Alors je précise que c'est juste un exemple. En soi, manger de la viande ne condamne pas non plus la planète. On peut manger de la viande. Mais il faut le faire de manière éthique. Par exemple en évitant l'élevage intensif, l'élevage de masse. Arrêter l'élevage de masse, l'élevage intensif, à la fois c'est prendre soin de la nature et de l'environnement, mais aussi en fait de la santé de l'être humain, donc de votre santé. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager ce contenu à ton entourage. Tu peux aussi me soutenir via Patreon. Je te mets en description les liens pour retrouver tous mes réseaux, un lien vers mon site où tu peux retrouver mon contenu de formation, de cours, d'e-book et aussi un blog, donc avec des articles. Et ce mois-ci, il y aura une formation disponible sur l'argumentation, sur les techniques avancées de l'argumentation. Alors n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter en t'inscrivant à ma liste email directement via mon site. Pourquoi? Eh bien parce que tu pourras recevoir des informations sur mon contenu, des offres promotionnelles, mais surtout parce que cette année, je t'envoie une fois par mois un mail exclusif de valeur que tu ne trouveras absolument nulle part ailleurs et qui va te permettre de travailler ton argumentation. Ça commence à la fin de la semaine, donc inscris-toi vite. Encore une fois, le lien est dans la description, le lien vers mon site, et tu t'inscris directement à ma liste email sur ce site. Je te mets une photo d'à quoi ça ressemble. D'ailleurs, pour fêter ce nouveau projet et cette newsletter que j'ai appelée Le Sculpteur d'Or, à cette occasion, et pour travailler ton argumentation comme il se doit, j'ai créé le carnet Le Sculpteur d'Or. Le carnet qui va te permettre de te sculpter toi-même. Il est disponible sur Amazon et pareil, je te mets le lien dans la description. Ce carnet te permettra d'écrire, de faire tous les exercices au même endroit. Alors si tu veux augmenter ton revenu passif, tu peux aussi passer par mon lien en description pour te créer un compte avec le courtier que j'utilise qui s'appelle DeGiro. En passant par ce lien, et j'insiste, en passant par ce lien, tu profiteras de 100 € de frais de transaction remboursés. De quoi commencer à investir de manière tout à fait paisible. Attention cependant, investir comporte des risques. Alors ne fais pas n'importe quoi, et si tu fais avec DeGiro et que tu passes par mon lien, je te conseille de commencer avec un compte basique. Ça limitera les bêtises. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et ciao!